Shalom Vracha mes chers amis, aujourd'hui plusieurs questions très intéressantes sur la période dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et spécifiquement sur Kippour. On sait très bien que Kippour c'est un jour qui est extraordinaire dans l'année. D'abord, si on devait donner un goût général et essentiel à Kippour, quel mot on aurait dû dire? Bien, je vous donne un mot, mais c'est extraordinaire parce que on n'y pense pas, c'est tellement fort qu'on n'y pense pas. C'est l'espoir. Vous allez me dire pourquoi? Parce que je dirais, quelqu'un qui a tué, il n'a pas de kapara. Quelqu'un qui a fait un péché, c'est pas censé qu'il soit expié ou qu'il ait quelque chose et qu'il ait quelque chose. Le fait qu'on te donne un jour où n'importe quelle personne, de n'importe quel a fait, de n'importe quelle chose qu'il a fait, eh bien il est expié, eh bien c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose d'extraordinaire, c'est quoi? C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quoi? C'est la tikva, c'est l'espoir. On te donne la possibilité, le courage de dire que ce que tu as fait, je te l'annule et je le considère comme si tu l'as pas fait, alors que tu as fait des choses qui sont très graves. Donc ce jour-là, si on devrait le dénommer, c'est le jour de l'espoir. Maintenant, je voudrais, a priori, on a deux jours qui se ressemblent énormément et qu'on ne comprend pas tellement la notion. Quelle est la différence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour? A priori, on a l'air de dire dans la prière de Yom Kippour qu'on est jugé le jour de Yom Kippour. Pourquoi est-ce que tu viens 10 jours plus tard et tu dis attends, Akadosh Baruch Hu, la parnassa que tu m'as donné à Yom Kippour, c'était pas ça que je voulais. Je voulais plus, aide-moi. C'est quoi ce stand-by là qu'il y a entre Rosh Hashanah et Yom Kippour? Autre chose, a priori, on a l'air de voir qu'il y a un chiffre 5 bizarre qui reflète le jour de Yom Kippour. 5 prières. Minch Arvit, Shaharit, Moussaf, Mincha, Ne'ila. 5 interdits. Pas de rapport, pas boire, pas manger, pas se oindre. Et c'est quoi le dernier? Pas mettre des chaussures en cuir. 5. J'aurais pu rajouter d'autres choses, d'autres interdits, mais 5. Il y a plein d'autres choses. On va voir Bezrat Hashem. Et une chose pour les... est-ce qu'il y a un kécher entre les femmes et le jour de Yom Kippour? Alors vous allez voir des choses qui personne n'a dévoilées encore. Et peut-être qu'on en a touché un petit peu l'année dernière. Mais en tout cas, c'est vraiment une nouveauté. Et on se le permet de dire cette année Bezrat Hashem. Et c'est vraiment, si c'était un cours pour les femmes, à donner au baume aux femmes, alors c'est un cours pour elles. Alors écoutez d'abord ce qu'il y a de spécial. Avant de commencer à répondre à ça, deux histoires extraordinaires. La première histoire, a priori, on a l'air de croire que les choses qui ont été fixées, elles restent fixées. Il était une fois un monsieur qui habitait en Hongrie, alors que la Hongrie était sous des régimes qui sont totalitaires et des régimes avec beaucoup de problèmes. Maintenant, ce qui se passe, c'est que lui, il vendait de la peau. Maintenant, il y avait des... Comment on appelle ça? Des sroros, comment on appelle ça? La srora, du commerce, voilà, des choses qui sont de commerce. Bien sûr que tu n'as pas le droit d'importer, justement, parce que la Hongrie, elle est interdite d'importer des choses. Bon, ok. Lui, celui-là, il vendait des peaux. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, il dit, écoute, je sais que tu vends des peaux. Mon père, il a des problèmes de semelle au pied. J'aimerais bien lui donner une peau qui est épaisse. Est-ce que tu n'as pas ça? Je dis, non, j'ai pas du tout. Non, mais regarde, Bémet, c'est mon père. Il a mal au pied, tout ça. Je sais, des fois, vous importez des choses, s'il te plaît. Ouais, il dit, bon, viens dans la boutique arrière, tu dis à personne, tu diras, je t'ai promis, c'est vraiment pour mon père et tout ça. Il va dans la boutique arrière, il rentre, il lui dit, tu peux me faire juste un reçu, ça te dérange pas? Ouais, bien sûr, je te fais un reçu. Il lui fait un reçu, il s'en va. Et une fois que l'autre il est parti avec son, comment on appelle ça, sa peau pour les chaussures de son père, il va directement en direction de la police. Une bonne embuscade, il savait bien tomber à l'intérieur de ce qu'il fallait. Il va chez la police,
Il dit, écoutez, voilà, j'ai acheté de tel commerçant des pots. Et cette peau-là, eh bien, tout simplement, il a importé. Vous savez très bien qu'on ne fait pas de choses comme ça ici. Bon, très bien. Baruch Hashem, voilà, il a 3 heures plus tard, la police qui rentre dans son commerce. Monsieur, on voudrait fouiller pour savoir si vous n'avez pas des commerces étrangers, des importations qui sont interdites. Ok, ce qui s'est passé, c'est que ils fouillent. Une fois qu'ils ont fouillé, qu'est-ce qui se passe? Ils vérifient, ils trouvent une marchandise qui sont interdites. Ah, marchandise interdite, on vous scelle le truc, on vous donne, tac, 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 magnifique. Lui, il essaye de parler aux avocats, ben, c'est pas difficile. Les avocats ils disent, écoutez, vous avez ou la peine de mort ou la peine de mort. Bon, c'était pas... Maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il dit non. Après, il y a une blague qui dit comme ça, c'est quoi la différence entre un avocat et un bon avocat? Un avocat, il connaît la loi. Un bon avocat, il connaît le juge. Là, il n'y avait ni connaître le juge, ni connaître la loi. Le type, il était perdu. La seule possibilité qu'il avait de faire, c'est quand on n'a pas de possibilité, on va chez qui? On va chez le Rav. Il est parti voir le Rav Chaim de Tzens. Alors qu'il était à Tzens, mamash. Il va voir le Rav Chaim. Et le Rav, il a dit, ne laissez rentrer personne. Alors il va voir le bédo, le chamage du Rav. Rav, c'est sa canapé fachor, j'ai besoin d'une vraie bracha. Il a dit, je t'ai dit de faire rentrer personne. Lui, il est dans la salle d'attente, il l'attend 1 jour, 2 jours. Et le jugement, il est dans 3 jours déjà. Donc il doit déjà être censé y arriver. Et si tu arrives pas au jugement, eh bien tu sais que c'était fini. Ça veut dire, si tu viens pas au jugement, ça veut dire que tu te sens coupable. Et donc c'est pour ça que t'es pas venu. Bon. Et il attend, le Rav, il est truc. Au bout de 2 jours, le Rav, il dit, faites-le rentrer. Il lui fait rentrer et il lui dit, Bezrat Hashem, vas-y, tu peux y aller maintenant, dépêche-toi, c'est le train qui part, prends ce train-là. Lui, il sait qu'il est arrivé pile à l'heure. Il arrive au train, il prend le train, il monte dans le train et il reconnaît un ami à lui qui est des non-juifs. Un ami à lui qui est des non-juifs et il commence à lui parler, intéressant, il dit, ouais, je dois amener quelque chose. Dans quelle ville? Dans la même ville où il allait, où il y avait le jugement. Et il voit qu'il avait un rouleau qui avait l'air de ressembler à son rouleau. Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, écoute, je sais pas, c'est la police qui m'a donné ça, à amener au comment on appelle ça, au Bet Mishpat, comment on appelle ça, au tribunal là-bas, et au tribunal là-bas, et je sais pas ce que c'est, on m'a dit d'amener au tribunal, et lui, il a compris que c'était ses preuves. Ça veut dire, dedans, il y a ses preuves qui vont l'enterrer tout de suite et à la Makom. Maintenant, c'est son ami, il parle avec lui, il lui dit rien du tout parce que il va se sentir tout de suite accusé. Il dit, viens, dès qu'on descend, viens, je t'invite à un café dans une auberge que je connais très bien et tout ça. L'autre, c'était un de chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'il rentre? Il rentre dans un bar, c'est de chez nous, il va vite voir l'aubergiste, il lui dit, écoute, aide-moi, il a toutes les preuves qui sont contre moi. Et si tu peux m'aider. Ok, très bien. Pas de problème. T'inquiète pas, j'ai un bon whisky qui va faire l'affaire. 1 verre, 2 verres, 3 verres. Sur le patron, t'inquiète pas, on aime bien les amis des amis, nous. 1 verre, 2 verres, 3 verres, il leur a ajouté 3 verres. L'autre, il était complètement ronflé. Ils ont pris les preuves, ils les ont enterrés, détruits et finis. Le lendemain matin, il arrive au Bet Mishpat, il arrive au tribunal. Une fois qu'il arrive au tribunal, ce qui s'est passé, c'est qu'il dit, écoutez, on vous inculpe de ça et de ça et de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Réponse, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Il dit, écoutez monsieur, moi je dénie toute culpabilité. J'ai rien vendu, toutes mes srorat, elles sont bien. Quoi? Oui, c'est vrai. Dans 20 minutes, il est censé arriver l'envoyé qui a toutes les preuves contre vous. On attend 20 minutes, on attend 1 heure. Le juge dit, écoutez, si dans 1h30 comment on appelle ça, le moment n'est pas arrivé, je vous disculpe de toute peine.
L'heure, bien sûr, n'était pas arrivée parce qu'ils ont enterré l'envoyé, il s'est planqué parce qu'il savait qu'il a perdu tout là, il s'est fait voler le truc. Nigmar Asipour, il s'est fait. Donc, grâce au Rav, Baruch Hashem, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, ils ont pas eu de. Il n'a pas eu de jugement et il a été acquitté du jugement. Baruch Hashem. Première histoire, gardez-la. Alors, on peut apprendre plein de choses de cette histoire. Ce que je vais vouloir vous dire, eh bien, je vais le dire après. Mais en tout cas, déjà, la force du tzaddik, le tzaddik, il l'a fait attendre. Il l'a pas laissé rentrer, parce qu'ici, il savait qu'il allait rentrer, il allait prendre sa bracha, il allait tout de suite partir. Là, il lui a dit de partir à la dernière heure, comme ça, il voit le truc. Donc, Mina Shamaim, tout est Neshgacha Pratit, et tout va bien. Mais c'est pas encore ça que je veux apprendre de cette histoire-là. Deuxième histoire, l'histoire du. J'ai un livre que j'ai acheté, et cette histoire-là, dans laquelle il a marqué cette histoire, eh bien, il dit ça, c'est l'histoire de mon beau-père. C'est quoi l'histoire de mon beau-père? C'est que lui, il était à Auschwitz, et quand il est arrivé à Auschwitz, il avait 12 ans. Maintenant, sur lui, normalement, chaque déporté, il a combien? Il a un numéro. Lui, il avait un numéro barré et un autre numéro. Maintenant, c'est quoi l'histoire du numéro barré? La réponse, elle est simple. Et lorsqu'il arrive à Auschwitz, il y a la sélection. Maintenant, il y a la première sélection des Allemands, et il y a une deuxième sélection, c'est la sélection de Ymar Shemo Vezichro et Mengele. Que sa mémoire soit effacée à tout jamais. Lui, il faisait sa sélection. Maintenant, il y avait deux sélections. La sélection à gauche, on sentait déjà l'odeur des fours. Et la sélection à droite, c'était pour travailler. Maintenant, lui-même, il vérifiait et il revenait après pour vérifier. Maintenant, il avait compris, il marchait mauvais zéro, que sa mémoire soit effacée, et bien qu'il y en avait en plein milieu, après la sélection, qui allait dans la file d'à côté. Puisqu'ils avaient tous compris que là, ce côté avait de la fumée, de l'autre côté, c'était pas la fumée. Donc, ils avaient compris qu'à gauche, c'était pas bien. Alors, lui, il s'est dit, j'ai rien à faire. De toute façon, je vais à gauche. Le type, il va partir. Donc, il a sauté à droite. Il a sauté à droite, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il marchait mauvais zéro. Il a mis un garde spécial pour ceux qui étaient dans les files, qui comprenaient qu'il fallait qu'ils changent de file, qui vérifient est-ce que les files, elles étaient bonnes. Et donc, ce qui se passe, c'est que cet enfant-là, il a fait la ségoula de Nefesh HaChaim, que c'est pas eux qui décident, tout est géré par Akadosh Baruch Hu. En koach ke koach, il n'y a pas de plus grand chose que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la meilleure des choses. Et c'est la plus grande force, et c'est pas lui qui décide, c'est qu'Akadosh Baruch Hu qui décide. Il va dans l'autre file, il se fait attraper par le chômer, et lui, dans son cœur, il pense à cette file. Mengele, il le regarde, et eux, ils savaient que lorsqu'ils étaient à gauche, on leur effacait tout de suite le numéro. Genre, ça y est, c'est fini, celui-là, il est. Gavra Katil, il est mort. Ça, il va mourir. Donc, ça y est, on a effacé un numéro. Il y a des numéros qui est parti. Maintenant, il a dit bon, si celui-là il a sauté, peut-être qu'il c'est un bon garçon, gardez-le. Et il a gardé vivant, parce qu'il a fait la ségoula que toutes les forces dans le monde, si c'est les forces d'Akadosh Baruch Hu, il y a personne qui peut gérer. Celui qui pense ça, il peut rentrer à Gaza sans problème. Et donc, une fois qu'il a pensé ça, Baruch Hashem, il est parti à droite, et comme ils étaient très messoudars, les Allemands, donc il lui a écrit un autre numéro. Et c'est pour ça qu'il avait un numéro effacé, un numéro qui est. Maintenant, fort de ces deux histoires, on comprend c'est quoi la différence entre Rosh Hashanah et Kippour. En vérité, puisque nous, on est des Bénonim, on est des gens qui sont middle. Ça veut dire quoi quelqu'un qui est Bénoni? C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, selon le Rosh, c'est quelqu'un que la majorité de son temps, il est attiré par le bien. C'est quoi un rachat? C'est quelqu'un que la majorité de son temps, il est attiré par le mal. C'est quoi un Bénoni? C'est qu'il est tiraillé par-ci et par-ça. Maintenant, c'est pour ça qu'on a 10 jours de sursis. Ces 10 jours de sursis, tu vas te renforcer au maximum, qui sont en vérité 10 jours aussi de jugement, qu'on va te demander de transformer ton être. Et en plus de ça, pendant ces 10 jours, tu as la force, parce que ça s'appelle, il y a 10 jours de, comment on appelle ça, de redoutable, tu as la force de pouvoir que tes tendances, elles soient des tendances qui soient vers le bien. Aseret Yemet Teshuva, des jours où tu as plus de tendance, tu vas dire,
Purée, j'arrive à faire tes chouvras, t'as vu? J'ai tenu, tiens, je suis venu au cours cette semaine. Coup, d'où ça? Baruch Hashem, c'est pas ce que j'ai pris sur moi. Et en plus de ça, j'ai une aide du bon Dieu. Kraou beotokarov. Soyez là. Soyez là. Ça veut dire prier au moment où Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous? Pendant la Seret Yemei Teshuvah. Il y en a un aussi, je peux vous rajouter une histoire. Il avait un, comment on appelle ça? Il avait 8000 shekels. Comment on appelle ça? Le garagiste, il lui a dit 8000 shekels de voiture. Il se débrouille, machin, il prie bien à Rosh Hashanah. Il a bien prié à Rosh Hashanah. Il se retrouve après à se débrouiller. Il revoit chez le garagiste. Il dit, bon, alors, ça va te coûter que 1200 shekels. Vous le connaissez tous, je ne dis pas son nom parce qu'il aime bien la nava, la modestie, la discrétion. Donc ça veut dire que, vous voyez que quoi? Qu'on a des 8 jours de sursis où justement on peut tous se déplacer maintenant. Dans Rosh Hashanah, le travail qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est un travail d'extériorité. Par rapport à Yom Kippour, où c'est un travail de punimiyut. Ça veut dire d'intériorité. Ça veut dire que le même travail qu'on a fait à Rosh Hashanah, on a prié, on a demandé à Kadosh Baruch Hu Ta'azorli. Là maintenant, on va le faire, puisqu'on a travaillé, on va le faire avec punimiyut, c'est-à-dire avec intériorité encore plus profonde que ce qu'on a fait à Rosh Hashanah. En vérité, tous ces 10 jours-là, on est dans un autre monde, on est dans une autre galaxie. Il y en avait un, toute l'année, il regardait les mains des gens. Vous savez, on a fait plusieurs cours, Baruch Hashem, sur les lignes de la main. On a fait plusieurs cours. Et c'est des cours qui ont fait des milliers de vues, Baruch Hashem. On va continuer avec Bezrat Hashem. Et ce Rav Meshizav, c'est un Rav qui était à Natania. Il a fait il disait que pendant les Aseret Yemei Teshuvah, il ne regardait pas la main. Pourquoi? Parce que la main, elle changeait tous les jours. Les gens, ils priaient, la semaine d'après, c'est pas ce qui a marqué. Il dit, vous avez dit que demain, j'allais perdre une somme d'argent. Je dis, mais t'as prié, donc je vais te faire. Pendant ces 7 jours, ils ne regardaient pas. Il y en a, Bichlal, il y a des gens qui ne travaillent pas pendant la Aseret Yemei Teshuvah, parce que c'est des moments où tu es en train de prier maintenant. C'est des moments où tu peux y aller, tu peux te donner. Ça, c'est la force de quoi? La Aseret Yemei Teshuvah. La Aseret Yemei Teshuvah, c'est des jours extraordinaires. Maintenant, quel rapport on avait vu, on a dit que le jour du Yom Kippour, c'est la Pnimiyut. On sait très bien qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. La femme, on sait très bien qu'elle a un 6e sens. Tu sais pas, dans la journée, tu as parlé à quelqu'un, tu dis, t'as parlé avec qui aujourd'hui? Elle sent des choses comme ça, paranormal, paramétaphysique. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Shema Bekola. On sait qu'elle a un niveau, le jour de Yom Kippour, quand on a dit que c'est la Pnimiyut, on sait très bien que les femmes, elles sont beaucoup plus intérioritaires. Vous regardez, vous écoutez le jour de Yom Kippour dans la Ezrat Nashim, la majorité des femmes, elles prient, elles pleurent. Chez les hommes, peut-être un ou deux, ils pleurent, ou même peut-être ils font semblant. Mais chez les femmes, elles pleurent tous. Alors, je ne sais même pas sur quoi elles doivent faire tchouva. Bon, elles pleurent. Pourquoi? Parce qu'elles sont pénimies. Le jour de Yom Kippour, toute l'année, les femmes, elles travaillent dans la 5e dimension. Les femmes, les mitzvot, elles sont déjà dans la 5e dimension. Le jour de Kippour, on travaille aussi dans la 5e dimension. Le Arvit, 5e dimension. Il me semble, Mincha, la Chazara, 5e dimension. La Neila, c'est la connexion entre la 4e et la 5e dimension. C'est quelque chose que maintenant, nous, on va faire. Ça veut dire que c'est l'intériorité de l'intériorité, c'est la Neila. Ça, c'est la 5e dimension qu'on va faire à la Neila. C'est pour ça que c'est un jour qui ne revient pas toute l'année. Mais c'est en vérité tout le travail qu'on a fait depuis Rosh Hashanah, depuis Elul. C'est toute la... C'est pour ça qu'il y en a qui achètent que la Neila. La Neila, c'est considéré comme toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est un moment qui est très très fort. Les gens, ils ressentent ça. Et ils ne se sont pas trompés, les Juifs de Kippour, qui viennent aussi à la Neila, parce qu'ils savent que c'est un moment qui est d'une force, d'une intensité tellement forte. C'est quoi? C'est la dimension de connexion entre la première dimension du monde de la Hatzilut, la 2e dimension, la 3e, la 4e et la 5e dimension, qui ne se dévoile jamais.
ou qui se dévoile que chez les femmes. Et c'est pour ça que le jour du Kippour, il a un kécher avec les femmes. Et notre aussi kécher qu'on a de l'intériorité qu'on a qui est à l'intérieur de nous. Et donc ça, c'est la différence entre Rosh Hashanah et Kippour. Et ça, c'est la force de la 5e dimension. C'est pour ça qu'à Kippour, il y a 5 prières pour dire qu'on a 5 dimensions. Et c'est aussi les 5 interdits qu'il y a spécialement à Kippour. Maintenant, c'est bidou que ça. Vous regardez, on est en sursis. Comme ce type-là. En vérité, le Rav, il avait déjà, lui, il savait que quand il s'est fait attraper par la police, il était la sentence de mort, elle était là. Le type, là, quand il était dans les rangs, il avait déjà effacé son nom, son numéro, il était déjà mort. Mais non, il y a 10 jours de... Bon, on ne peut pas dire de pénitence, je ne sais pas pénitence. Ça a mal été traduit. Des 10 jours de Teshuvah. C'est 10 jours qu'ils sont en train de faire, nous mettre dans un autre monde. Et c'est des sursis qui font en sorte qu'on peut doucement, parce que chaque jour, on rentre un peu plus dans une dimension encore un peu plus profonde et on s'élève de plus en plus. Kadosh Baruch Hu, s'il nous arrive à nous faire comprendre ça, qu'est-ce que c'est le jour de Kippour, qu'on puisse le passer avec sérénité et le passer avec un écrin extraordinaire et que Be'ezrat Hashem, on puisse avoir une année extraordinaire. Je finirai par une histoire, je referai une vidéo sur cette histoire. Il y a une cliente de ma femme qui est venue cet après-midi et qui a dit que son frère, il a rêvé, alors qu'il était 13 jours dans le coma, qu'il a rêvé du Chafetz Chaim. Il a vu le Beth Amikdash qui manquait 2 pierres. Une pierre, c'était celle de la haine gratuite du Lashon Hara, et l'autre pierre, c'était celle de la Tzniut, et que le Mashiach, il allait venir. Il était à la porte, il était vraiment là, près là. Il fallait juste qu'on arrange ces 2 petites choses, le Lashon Hara et la Tzniut, ça veut dire les téléphones portables et toute la bande là, tout cela. Be'ezrat Hashem, vous enlevez tout ça. Que Kadosh Baruch Hu nous aide et nous amène le Mashiach cette année. Amen et Amen.